Aujourd'hui, les crédits de la formation professionnelle sont des crédits significatifs, importants, plus de 30 milliards d'euros. Mais la tendance de ces dernières années est d'affecter de plus en plus de ces crédits consacrés en principe à la formation professionnelle, de les affecter en faveur des politiques de l'emploi. Si ce mouvement continue, les ressources dont disposera notre secteur d'activité pour former les professionnels de l'accompagnement seront mécaniquement en diminution. Comment peut-on faire mieux avec moins? Oui, alors là, très sincèrement, quand on prône la générosité, la solidarité, elle ne peut pas être différentielle. Donc la solidarité, elle est dans un cadre national et elle est pour tout le monde. Donc on ne peut pas à un moment rentrer dans un dispositif et ne pas accepter de jouer le jeu du dispositif. Vous êtes une grande fédération, vous employez des gens, il est normal que vous jouez le jeu de la solidarité vis-à-vis des gens qui sont demandeurs d'emploi. Je ne pourrais pas vous suivre là-dessus et nous ne pouvons pas. C'est une vision personnelle. Je considère qu'il ne peut pas y avoir d'exception en la matière. Pourquoi? On est dans un grand pays qui a 2,8 millions de chômeurs. C'est un drame absolu pour notre pays. C'est un drame absolu pour les familles. C'est un drame absolu pour les jeunes qui sont les premiers à souffrir du chômage. Et philosophiquement, on ne peut pas dire que certains établissements, certaines personnes se trouveraient exonérées de ce dispositif. Ça, pour moi, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'est pas compatible avec les règles de la République. Sur les salaires, après, on a des conventions collectives qu'on doit respecter, et c'est bien normal. On a des salariés qui font des métiers difficiles. Alors en plus, on est sur des dispositifs de nuit, souvent, puisqu'on a des établissements qui sont avec des internats. Donc forcément, on a des masses, enfin vous avez des masses budgétaires liées au personnel qui font plus de 95% de vos budgets. Un certain nombre. Donc aujourd'hui, c'est une vraie problématique. On ne va pas dire qu'on va payer les gens moins bien, on ne va pas dire qu'on va revoir les conventions collectives. Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur autre chose. Travailler sur autre chose, c'est effectivement voir dans quelle mesure on peut, avec la solidarité nationale, mettre plus d'argent. C'est ce qu'on a fait depuis 2007. Encore une fois, 27% d'augmentation de budget, et on va continuer à le faire. On ne va pas vous demander d'aller sur le secteur concurrentiel marchand. Ce n'est pas la philosophie de la loi, et ce n'est pas la philosophie que nous souhaitons entretenir aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut que ce pays dégage suffisamment de moyens de production pour continuer à être solidaire. L'obligation supérieure et impérieuse de l'État, c'est de faire en sorte qu'effectivement, dans une société riche, nous sommes dans une société riche, les plus fragiles d'entre nous, donc les gens que vous accompagnez, trouvent une solution. Mais pour que ces plus fragiles d'entre nous trouvent une solution, il faut que l'économie fonctionne. Et pour que l'économie fonctionne, il faut qu'on ait une production positive, il faut qu'on trouve un PIB qui soit encore plus positif. Donc tout notre travail à nous, c'est ça. Donc je ne vais pas vous dire, on va vous donner plus de subventions, etc., pour pallier, etc. Non. Ce que je vais vous dire, c'est qu'on est complètement tendu vers l'objectif de retrouver de l'emploi aux gens en difficulté, complètement tendu vers l'objectif de faire en sorte que notre pays soit toujours un grand pays où on produit, et c'est bien pour ça qu'on fait un certain nombre de mesures, y compris par rapport à la TVA, pour que derrière, on dégage suffisamment de marge de manœuvre pour accompagner les plus fragiles d'entre nous, des plus petits jusqu'aux plus âgés. Que ce soit les diplômes d'État du secteur sanitaire ou du secteur social, on peut faire référence au diplôme d'infirmière, on peut faire référence au diplôme d'éducateur spécialisé. Savez-vous combien de fois le mot handicap est utilisé dans le référentiel métier d'éducateur spécialisé, qui est un référentiel qui fait 70 pages? Une fois. Ouais, à mon avis, très peu. Une fois. Une fois. Et encore de manière tout à fait marginale. Ce qui est la démonstration de la nécessité de faire évoluer en profondeur ces diplômes qui aujourd'hui sont très datés et qui n'ont pas su suivre l'évolution des pratiques professionnelles. C'est un peu plus compliqué que ça, si je peux me permettre. En fait, ce sont des diplômes qui ont été faits plus pour
l'enfance en danger et sur la prévention spécialisée, donc plus en fait sur des problématiques qui ne sont pas des problématiques liées au handicap, mais qui sont des problématiques sociales. Voilà. Et donc aujourd'hui, on globalise les choses. Et c'est vrai que de plus en plus en fait, d'éducateurs spécialisés vont travailler dans des établissements spécialisés ou en milieu ouvert, sauf qu'à la base, ces diplômes-là ont été faits pour accompagner des enfants socialement en difficulté, pas handicapés. C'est une explication voilà. historique, bon, voilà. Mais ce que l'on constate aussi, c'est l'énorme rigidité de ces diplômes, les difficultés, la lourdeur à faire évoluer les contenus, alors que les pratiques, elles, évoluent. Et le constat que nous faisons, c'est qu'il est nécessaire d'avoir un volontarisme politique très fort pour faire changer les choses dans l'organisation de ces diplômes d'État. Quelles sont vos intentions en la matière ? Si vous voulez, c'est assez compliqué en fait. Moi, je crois très sincèrement qu'on pourrait réfléchir à des diplômes qui soient qualifiants, certes, mais sans forcément aller jusqu'à des dispositifs d'éducateurs spécialisés, parce que, encore une fois, là-dedans, il y a des choses qui ne serviront pas forcément complètement. Si vous prenez quelqu'un qui a une formation d'AMP et que vous voulez l'amener petit à petit, ce qui arrive souvent dans vos établissements, j'imagine, à se former pour accompagner quelqu'un. Éducateur spécialisé, il n'y arrivera pas forcément. Par contre, il peut arriver à obtenir par des unités de valeur, etc., un certain nombre de gestes, de postures, de compétences, de savoir-être, etc., qui seront suffisants. Donc il y a nécessité, non pas de créer des sous-diplômes, ça serait ridicule, mais de valider des compétences qui permettent de travailler en fait dans les établissements et d'obtenir surtout les agréments et les normes, parce que c'est ça après qui pose difficulté par rapport au contrôle que pourra faire tant l'inspection du travail que l'agence régionale de santé. Voilà. Et donc moi je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à des zones tampons comme ça, qui permettront tant à la personne qui est titulaire d'un premier diplôme d'accéder à un niveau de compétence, parce que tout le monde ne veut pas forcément être éducateur spécialisé, et comme vous le dites justement, c'est pas forcément ça qui permettra de travailler mieux ou d'avoir le bagage nécessaire. Et puis, ça permettra aussi des gens qui n'ont pas forcément non plus les moyens ou l'envie d'obtenir ces diplômes, de travailler. Donc moi, je crois beaucoup à des qualifications professionnelles, à des certificats professionnels, que fait beaucoup l'AFPA. Hein. On fait beaucoup de CQP, de certificats de qualification professionnelle avec l'AFPA sur un certain nombre de registres et de métiers. Et je pense que ce qu'on fait aujourd'hui dans le domaine des personnes âgées, on pourrait très certainement l'envisager dans ce domaine-là, avec évidemment toujours l'encadrement nécessaire, mais je crois que ça peut être une voie intelligente de recherche, mais ça, il faut le faire avec la fédération, avec les syndicats professionnels, avec la branche d'activité, et l'État peut venir le couvrir, si vous voulez. Ça ne doit pas être impulsé par l'État. L'État peut le couvrir après, à partir du moment où vous amenez un référentiel métier, avec un CQP, un certificat de qualification professionnelle, à la clé, et là, on peut vous appuyer, effectivement, pour que cela rentre dans le dispositif. C'est quelque chose sur lequel moi, je serais tout à fait ouverte pour travailler. On a besoin donc de personnel qualifié. Maintenant, il faut que le travail soit gratifiant, il faut qu'il y ait des perspectives, il faut que le secteur soit attractif pour les jeunes. Un jeune qui sort de formation, quand on lui propose de travailler dans une masse, c'est compliqué. Il faut un investissement, c'est un métier difficile. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour intéresser les jeunes au métier du médico-social? Parce qu'il y a une source de création d'emplois. Et il faut les intéresser à ça. Oui. Déjà, c'est aussi à vous de le faire. Nous, on le fait. Voilà. Pour notre part, on le fait. Nous, on le fait. Je m'adresse à vous. Alors, c'est à vous de le faire par une façon toute simple. Il faut ouvrir, mais je pense que vous le faites, vos établissements aux enfants de 3e qui font des stages. Mais je pense que vous le faites. Mais un certain nombre d'établissements ne le font pas. Il faut ouvrir vos établissements à l'apprentissage. Nous, plus, il faut le faire plus. La voie de l'apprentissage sera une bonne réponse. Et je considère que pour vos établissements, c'est une très bonne réponse. Parce qu'en plus, un jeune qui se sera confronté à cette réalité, qui aura grandi, appris dans le cadre de l'apprentissage, justement, ne sera pas... Parce que c'est difficile, c'est des métiers difficiles, de l'humain, confronté parfois malheureusement...
vous un peu moins, mais un certain nombre d'établissements aussi à la mort. Donc il y a aussi le deuil, il y a aussi tout cela. Ces difficultés sont quand même majeures, surtout pour des jeunes. Et quand vous le faites dans le cadre de l'apprentissage, ça vous permet petit à petit d'être confronté à cette réalité. Donc je crois beaucoup à ça. Donc c'est une voie qui, à mon avis, doit devenir une voie royale d'embauche dans un certain nombre d'établissements. On a mis un objectif pour les entreprises privées, mais cet objectif qu'on souhaite mettre pour les entreprises privées, je pense que toutes les associations, d'un point de vue citoyen, pourraient aussi effectivement se mettre cet objectif de 5%. Après, qu'est-ce qu'on compte faire ? Si vous voulez, comme on souhaite renforcer l'apprentissage, tout simplement en valorisant les filières sanitaires et médico-sociales, on le fait pour le grand âge, on le fait également dans ce champ-là, en indiquant aux conseillers d'orientation, avec tous les dispositifs d'orientation, que ce sont des beaux métiers, des métiers de l'humain, des métiers de l'échange, des métiers de la générosité, qui doivent permettre effectivement de se réaliser avec des évolutions de carrière. Tout à l'heure, on évoquait les métiers de l'accompagnement qui sont principalement mis en œuvre par les professionnels du secteur dans les établissements et dans les services qui accompagnent chaque jour aujourd'hui en France 450 000 personnes handicapées. Cela représente en budget annuel 13,5 milliards d'euros qui sont donc consacrés aux pratiques de l'accompagnement en amont de ces pratiques professionnelles. La France n'investit rien, ou pratiquement rien, dans la recherche appliquée, c'est-à-dire dans l'évaluation des bonnes pratiques, dans la recherche sur ce qui marche, de ce qui marche moins bien. Les acteurs que nous sommes, les professionnels, les 230 000 professionnels qui accompagnent les personnes handicapées ont besoin d'un outil qui permette d'évaluer les bonnes pratiques, qui leur fasse des recommandations pour améliorer leur façon de faire, améliorer les résultats, pour objectiver leur façon de travailler. Est-ce qu'il y a de votre part une volonté d'investir dans cette dimension de recherche et notamment de recherche appliquée ? Alors, 2 éléments de réponse. Un, le regroupement est la seule solution. C'est-à-dire le regroupement de l'ensemble des grosses structures qui effectivement ont envie de se projeter sur une recherche-action, sur de l'évaluation, y compris sur de la recherche fondamentale. Donc la volonté est là. Après, c'est quel est le vecteur le plus intelligent pour faire cela. Moi, je crois très sincèrement qu'il faut se rapprocher, et dans ce cadre-là, la loi responsabilité des universités est un vecteur, qu'il faut se rapprocher, y compris du champ universitaire. Il faut se rapprocher des grandes écoles, de tous ces établissements qui aujourd'hui réfléchissent à des tas de moyens, à des tas d'utilisations, à des tas de possibilités, mais qui ne sont absolument pas mis en connexion avec vos établissements. On l'a vu sur d'autres champs. Moi, j'ai l'école des mines à Nancy qui travaille sur des dispositifs de vêtements intelligents, de matériaux intelligents. Tout ça pourrait être complètement demain transposé à vos bénéficiaires, vos utilisateurs, à leur famille. Voilà. Et là, on voit que les réseaux ne sont pas suffisamment établis, connectés. C'est certainement de la faute de l'État ou de tout le monde, peu importe. Aujourd'hui, le moyen existe. La loi sur l'université le permet. Je crois aussi que ce qu'on a mis sur le crédit impôt recherche, les moyens qu'on a mis sur le crédit impôt recherche, pourquoi ne pas réfléchir à ce qu'une fondation ou un dispositif que vous pourriez créer en la matière puisse en bénéficier aussi. Pourquoi pas ? Je veux dire, ça c'est quelque chose qui, à mon avis, peut être réfléchi, qui peut être proposé. Parce que c'est la philosophie du dispositif. Et ça doit permettre un investissement de proximité intelligent, fait par des citoyens, et pourquoi pas par certains de vos adhérents. Donc vous voyez un peu la connexion. Moi je pense que la mise à disposition du crédit impôt recherche dans le cadre d'une fondation qui reste peut-être à définir, peut être une solution demain pour réfléchir à ces investissements d'avenir. Merci. Merci.